Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match de la rencontre du Barça face à Majorque au Camp Nou. Un match qui se jouera un peu plus tôt, un peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire ces derniers temps au Camp Nou, vous me direz, je crois que ça se jouera à 16 h. J'aime pas trop ces horaires de match un peu tôt, mais bon, on va faire avec. On va essayer donc de revenir sur les informations. Nous allons parler de Frenkie de Jong, de Lamine Yamal, des informations à savoir avant ce match-là. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram, le lien est en description. D'ailleurs les gars, j'insiste, venez sur Instagram. J'ai l'objectif quand même, voilà, qu'on monte un peu plus sur Instagram, qu'on crée une communauté un peu plus grande là-bas aussi. Donc vous posez les questions, que ce soit ici ou là-bas, je réponds aussi là-bas. Donc si je ne réponds pas à toutes vos questions ici en vidéo, ben, je les répondrai sur Instagram. Donc la boîte à questions, elle est toujours ouverte. Peut-être où vous regarderez cette vidéo, elle sera fermée. Mais pour les prochaines fois, venez sur Instagram. Donc le lien en description. Le Barça va donc accueillir Majorque sans Pedri, sans Rafinha. Et ouais, là, ça commence un peu à grincer des dents. Heureusement que Frenkie sera là, à vérité. Parce que moi, je pensais déjà que Frenkie était suspendu. Parce que il avait pris effectivement, je crois, une série de cartons jaunes. Mais vu qu'il avait pris un rouge sur un double jaune, c'était contre le Celta. Non, c'était pas contre le Celta. Je me rappelle plus c'était qui son double jaune. Il a pris un rouge à ce moment-là. Ben, je pense qu'il n'avait pas comptabilisé, en fait, son 5e carton jaune. Du coup, je pense qu'il est toujours là, sous le coup d'une suspension, s'il reçoit un carton jaune, là, contre Majorque. Le problème, c'est que le Barça se déplace aussi à Gérone la journée d'après. Donc, si jamais tu n'as pas Pedri et tu n'as pas Frenkie de Jong à Gérone, c'est plus non plus le grand Gérone de l'époque, mais ça reste une équipe joueuse. Donc, si t'as pas quand même un Frenkie, surtout le Frenkie actuel à Gérone, attention quand même. Donc, je pense qu'il jouera quand même contre Majorque parce que tu as besoin de gagner et j'espère qu'il fera le maximum pour pas prendre de carton pour être prêt contre Gérone. Et puis voilà. Donc, pour revenir à vos questions justement par rapport à Frenkie, commençons par ça. Vous avez été quand même pas mal à me poser des questions sur la forme de Frenkie sans Pedri. Salut, ça va? Je sais pas, toi aussi, tu as oublié l'absence de Pedri grâce à De Jong. Je sais pas si le terme c'est oublié, mais peut-être que Frenkie, oui, actuellement, il prend beaucoup plus de lumière sans De Jong. Salut le GOAT, est-ce que tu penses que Frenkie a passé un cap de plus sans Pedri? Salut frérot. En fait, je pense que... Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que Frenkie a passé un cap sans Pedri? C'est juste parce que Pedri n'est pas là. Parce qu'il y a beaucoup... il y a même d'autres questions qui... J'ai vu... Avant-hier, sur Twitter, une personne me dire « Est-ce que Pedri ne tire pas les autres vers le bas parce qu'il est là ?» Mais je veux dire, les gars, je me retiens. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Il y a des gens qui ont tendance à oublier que, avant même que Pedri ne soit blessé, le meilleur match de Frenkie de Jong cette saison, avant décembre-janvier, là, c'était quand? C'était contre Newcastle, lorsqu'il formait son duo avec Pedri. Ils avaient été exceptionnels, les deux, ensemble, contre Newcastle. Et regardez, tous les chroniqueurs britanniques, après ce match-là, ils ne parlaient pas que de Pedri. Ils parlaient de la doublette Pedri-Frenkie de Jong. Ils ont caché le ballon durant quasiment toute la deuxième mi-temps. Ils ont sorti un partidazo. Je vous avais dit, ce match-là, c'était l'un des rares matchs, en fait, où j'ai pas vu Frenkie de Jong comme, entre guillemets, inférieur à Pedri. Pedri, c'est un alien. Faut pas non plus faire de la réécriture parce qu'il n'est pas là. Faut pas oublier le joueur qu'il est, Pedri. Pedri, c'est même le contraire. Il bonifie tout ce qu'il y a autour de lui. Et je vais même aller plus loin pour vous rappeler que Pedri et Frenkie de Jong, la saison dernière sous Flick, ils ont sorti une saison exceptionnelle. Leur doublette, là, le double pivot Pedri-Frenkie de Jong, c'était n'importe quoi. Frenkie, je pense que voilà, il avait eu du mal à revenir de blessure première partie de saison jusqu'à son entrée au Bernabeu, au match aller. Il avait sorti un match de fou furieux à ce moment-là. Et depuis, il est jamais sorti du 11 et puis il est revenu à son meilleur niveau. Il y a un match où il se projette de plus en plus aussi contre Valence. Il marque en début de match comme ça. En fait, je crois que sans Pedri, je pense que Frenkie, il prend un peu plus de protagonisme offensif. Parce que lorsque Pedri est là, c'est Pedri qui s'occupe d'organiser le tout. Le Barça est très cohérent lorsque Pedri est devant, je veux dire, offensivement. Frenkie, en fait, lorsqu'il est là à devoir faire des percées balles au pied, à monter dans la surface, il est pertinent parce qu'il a des qualités aussi athlétiques au-dessus de la moyenne, au-delà des qualités techniques. Donc, c'est des joueurs qui apportent le danger de manière différente. La seule différence, c'est que Pedri ne tire pas, en tout cas, Pedri ne
ne tire plus. Il tire un peu plus, hein, je trouve, quand même, Pedri. Mais Frenkie de Jong, lui, pour le coup, il tire jamais. C'est la solution collective, le joueur le mieux placé à chaque fois pour faire une passe dans la surface de réparation. Mais vu qu'il a des courses à haute intensité et une intelligence de placement de fou dans le dernier tiers du terrain, lorsqu'il se retrouve là, bah, il est tout de suite plus pertinent, en fait. Moi, ça me rappelle un peu le Frenkie sous Koeman. Ce Frenkie-là qui avait un rôle de 8. Celui qui se projetait constamment dans la surface de réparation et qui osait tirer à ce moment-là. Je me rappelle même d'un Frenkie qui a mis une frappe enroulée à l'extérieur de la surface à l'époque-là. Donc, il sait tirer. Mais le truc, c'est que Frenkie, je pense qu'il priorise toujours la solution collective. Lui, il sait pas que pour lui. C'est d'abord les autres qui doivent marquer ou faut la meilleure action parfaite pour marquer. C'est un peu comme ça, je pense, qu'il voit le football. Mais non. C'est pas parce que Frenkie brille plus actuellement que Pedri, avec lui, ça fonctionne moins bien. Rappelez-vous encore, lorsque Pedri et Frenkie, ils ont sorti le match contre Newcastle toute la saison dernière, on parlait pas de ça. Moi, je pense que plutôt que de vouloir opposer nos joueurs lorsque l'un brille et que l'autre n'est pas là, profitons en fait d'avoir des monstres comme ça dans l'équipe. Parce que Frenkie de Jong, il y a plein de fois aussi où beaucoup de gens disaient que ah ouais, est-ce que c'est pas Frenkie qui tire Pedri vers le bas parce que voilà, il récupère pas assez de ballons, il défend pas bien. Là, on voit que Frenkie, il défend beaucoup plus, il a beaucoup plus de courses à haute intensité dans ses replis défensifs, tout ça, et donc c'est vice-versa. Non, le football, c'est un jeu collectif, d'accord? Il y a des individualités qui sont au-dessus de la moyenne, lui, Pedri, faut juste en profiter. C'est comme les gens qui essaient d'opposer Lamine Yamal à Rafinha parfois, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. On a la chance d'avoir des monstres comme ça dans l'effectif. Faut juste en profiter. C'est le Real Madrid qui est dans ces guerres d'ego-là en règle générale. Mbappé, Vini, les clans. Non, moi je veux pas de ça à Barcelone. Honnêtement, commencez pas avec ça. L'un tire l'autre vers le bas, etc., s'il vous plaît. Atelier finition pour Ferran et Rashford. Rachid doit en faire 2 fois plus pour rester au club. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, vous savez, on peut évidemment se poser la question de savoir est-ce que garder Rashford pour 30 millions d'euros serait une bonne idée. Il y a 2 manières de voir ces choses-là. Aujourd'hui, tu fais le parallèle avec un mec comme Jan Virgili, d'ailleurs, que le Barça va affronter contre Majorque. Moi, je regarde ces 2 joueurs-là, Rashford et Virgili, c'est 2 profils totalement différents. Virgili, c'est un mec très déstabilisateur, dribbleur, qui apporte du chaos balle au pied, qui est à l'aise balle au pied, en fait. Alors que Rashford, c'est un peu le contraire. Après, je ne pense pas, sincèrement, qu'on voit là la meilleure version de Rashford. Rashford, qu'on voit actuellement, là, qui rate des face-à-face et qui ne montre limite aucune émotion lorsqu'il rate ses face-à-face, ça, c'est pas le Rashford que j'ai connu, moi, à United. Je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Est-ce que c'est un problème encore de confiance, toujours de confiance, parce que, voilà, il est pas titulaire, il est intermittent, il rentre parfois, il sort du 11. Je pense que ça, il s'y attendait quand même en arrivant au Barça. Il sait que Rafinha est là, il sera jamais titulaire devant Rafinha. Donc, je sais pas si c'est mental, mais Rashford, contrairement à Virgili, de ce que je disais tout à l'heure, ben, balle au pied, c'est assez brouillon quand même. Franchement, tu vois parfois dans ses dribbles, t'as l'impression que c'est aléatoire. Une fois ça passe, les 3-4 autres fois, il va foncer directement sur le défenseur ou directement en sortie de but avec le ballon. Et même sur ses conduites de balle, parfois tu vois il réussit un contrôle de fou. Et puis sur l'action d'après, ouais non voilà, c'est un peu aléatoire en fait lorsqu'il est balle au pied. Tu sais pas ce qu'il va, tu sais pas, c'est un magicien en fait. Tu sais s'il va te sortir avec quelque chose de son chapeau, tu sais pas c'est quoi. Donc ça, pour moi, c'est un peu problématique. Par contre, là où il est au-dessus des ailiers dribbleurs comme les Nico Williams, les Virgili, c'est que Rashford, bon ou pas bon, il stat. Dans le foot, qu'est-ce qu'on demande vraiment à un attaquant? C'est quoi? De stater. Mais, même avec ces stats-là, je trouve que Rashford, il aurait pu être à beaucoup plus de stats parce que les face-à-face qu'il manque, je suis désolé, il doit faire beaucoup mieux. Et le Rashford que je connais, qu'on a connu à United, les face-à-face qu'il a là, lorsqu'il se retrouve face au gardien, il les crucifie à chaque fois, hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis que peut-être qu'on voit pas encore la meilleure version de Rashford. Donc, 30 millions pour ce qu'il monte jusqu'à maintenant. Je sais pas si c'est cher payé, mais à titre personnel, là, moi, c'est pas ma priorité des priorités. Pour 20 millions encore, si le Barça peut négocier, je dis pourquoi pas, en espérant avoir sa meilleure version la saison prochaine, parce qu'il faut pas oublier que Rashford, c'est sa première saison à Barcelone, il était toujours en saison d'adaptation. C'est pas facile. Malgré tout, il a 20 goals à 6, plus de 20 goals à 6, je crois.
On a vu des joueurs qui ont coûté beaucoup plus cher que lui arriver au Barça offensivement et totalement flop, galérer, ne même pas marquer, ne pas réussir à mettre un pied devant l'autre. Donc malgré tout, je trouve qu'en termes statistiques, il assure. Il avait aussi assuré sur une longue période lorsque le Rafinha était blessé. Il avait marqué des buts importants. Il était bon aussi dans le jeu, faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu difficile de juger, de répondre à cette question maintenant là. Moi, je pense qu'on devrait toujours attendre, faire le bilan en fin de saison et voir si ça vaut vraiment le coup en fait de poser cet argent-là sur Rashford. Moi, je suis un peu dégoûté en fait qu'on ait laissé partir Lookman du côté de l'Atlético Madrid. Je pense que ça aurait été un profil très intéressant, profil dribbleur. Mais bon, on n'est pas appelé aux as, on peut pas se permettre d'avoir et Rashford et Lookman, donc on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que Rashford doit faire largement, beaucoup mieux, largement mieux pour continuer au Barça. Même si lui veut rester, ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est moyen passable, mais c'est pas encore très bon ou assez pour que je me dise que ouais, c'est lui notre solution pour l'aile gauche sur les 3-4 prochaines années, quoi. Salut, tu trouves pas que Flick a une mauvaise gestion du temps de jeu? On risque une draw avec Rooney. Alors, je pense que c'est absolument pas les mêmes cas, hein. Alors, je suis d'accord avec vous lorsqu'on dit que oui, Rooney mérite beaucoup plus de temps de jeu, mais faut pas non plus oublier une chose. Rooney, aujourd'hui, il fait face à la concurrence du meilleur joueur du monde. Pour beaucoup, aujourd'hui, c'est pas évident, hein. C'est pas évident comme situation. Je pense que Rooney, il le sait au fond de lui. Il voit ce que Lamine Yamal est en train de réaliser sur le terrain. Je suis désolé, hein. Aujourd'hui, je suis Rooney. Après, je trouve que c'est facile de faire le parallèle avec les draws et tout, mais il faut pas oublier hein, que Draw, déjà, c'est totalement anormal ce qui s'est passé avec lui. Un mec comme Draw, qui a 17-18 piges, n'est jamais censé réclamer autant de temps de jeu à son âge, en sachant que Flick lui a fait confiance, l'a amené en équipe première, lui a donné des minutes en ce début de saison. Pas assez peut-être, mais même pas assez. C'est normal en fait qu'il ait aussi peu de minutes. Un gamin de la Masia qui a encore rien prouvé, qui arrive et qui prend du temps de jeu titulaire contre la Sociedad, 15 minutes contre l'Atlético Madrid par-ci par-là, s'il estime qu'il mérite plus de temps de jeu, c'est que voilà, il a rien à faire au Barça. Donc merci pour tes services, bonne chance pour la suite. Donc c'est pas la bonne mentalité à avoir. Moi, je vais pas aujourd'hui vous dire que Draw est parti parce que le temps de jeu qu'il n'a pas eu n'était pas suffisant. C'est pas la mentalité à avoir. Ce sont des gamins, ils doivent comprendre que ils sont au Barça. Ils sont au Barça. Donc, moi, je veux pas que les gamins, en fait, je l'ai dit la dernière fois, ils commencent à avoir cette mentalité-là de tout vouloir tout de suite. Alors, pour Rooney, c'est différent. Rooney, il a joué quand même pas mal de minutes. Il a eu quelques minutes parce qu'il faut pas l'oublier. Rooney, de base, il était prévu pour l'équipe B du Barça. Donc, à la base, il n'était même pas censé se retrouver avec les A. Donc, lorsqu'il a choqué Flick aux entraînements, c'est Flick qui a décidé de le garder. Et oui, il mérite un peu plus de temps de jeu parfois, c'est vrai, mais je suis désolé, c'est pas non plus un scandale de ne pas le voir tout le temps. Il est prometteur, il montre de bonnes choses, mais tranquille. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il est sur une très bonne forme. Je pense que oui, pour garder aussi une bonne cohésion de groupe et tout, faut récompenser un peu Rooney par rapport à ses bonnes performances qu'il a eu à montrer. Je pense que par-ci, par-là, un 15 minutes par-ci, un 20 minutes par-là pour reposer Lamine, mais pas que Lamine, hein. Tu peux même faire jouer Lamine parfois en 10 et puis donner des minutes à Rooney. C'est une possibilité. Maintenant, je ne vois pas du tout le scénario où, voilà, Rooney, pas content, et décide de partir. Absolument pas. Ce mec-là, il kiffe le Barça. Lui, par exemple, Rooney, il n'a pas été formé au Barça, mais je pense qu'il aime le Barça plus que Draw, par exemple. Les Draw, tu vois, c'est des mecs, je pense que, voilà, ils ont fait leur gamme à la Masia, mais c'est pas non plus des mecs comme les Fermin, vous voyez, pas comme les mecs comme des Gavi, qui sont prêts à passer, je pense, toute leur carrière comme remplaçants au Barça, plutôt que d'être titulaires dans d'autres clubs européens, parce que ce sont des supporters avant d'être des joueurs du Barça. Je pense que Rooney est un peu dans cette lignée-là. C'est un fan du Barça, on le sait depuis tout petit. Il a tout fait pour réaliser son rêve, et je pense que là où il est actuellement, forcément qu'il kiffe sa vie, quoi. Donc oui, il mérite un peu plus de temps de jeu, mais non, je ne vois pas aller jusqu'à être mécontent ou quoi que ce soit, d'autant plus qu'on le voit, il est professionnel, hein. Il est content d'être là, il fait aucune vague, rien du tout. Il rentre, il se donne à 100% sur toutes les petites minutes qu'il a. Donc oui, Flick devrait lui donner un peu plus de minutes, mais faut pas oublier non plus que voilà, le Barça est dans un moment de la saison où c'est difficile de faire tourner aussi, hein. C'est un peu difficile, mais oui, je pense que Flick devrait quand même trouver des occasions pour le faire jouer un peu plus. Je suis d'accord avec ça globalement.
Tu penses que les caviars de Yamal, Julián Alvarez les prendra de la tête, mais en fait, c'est pas forcément des caviars de la tête que Yamal envoie. Regardez les derniers ratés de Ferran Torres. Il y a combien qui sont sur sa tête? Quasiment aucun. C'est des passes à ras de terre, parfois des passes dans l'intervalle, des passes en première intention et tout, qu'il rate devant le but. Hein. Donc, Julián Alvarez, déjà, je pense que malgré sa taille, ça reste un bon joueur de tête. Hein, parce que le jeu de tête, c'est pas que la taille, c'est le timing surtout. Il y a des joueurs qui sont très à l'aise dans le jeu de tête. Julián Alvarez en fait partie. Mais je pense que la palette de Julián Alvarez, elle est beaucoup plus large que ça. Parce que déjà, c'est un mec qui est assez rapide, qui est très rapide, qui joue, qui aime les espaces, qui est capable de prendre la profondeur. Parce que là, beaucoup de gens commencent un peu à être refroidis, entre guillemets, par le fait qu'il ne soit pas bon avec l'Atlético Madrid. Ça fait combien de matchs qu'il a pas marqué et tout. Mais pour ceux qui regardent les matchs de l'Atlético Madrid, Julián Alvarez, pour justement essayer de combler le manque de créativité de son équipe, il joue limite en tant que milieu relayeur parfois. On le voit très très régulièrement dézonné. Et il le fait souvent très bien aussi. Hein. On l'a vu contre le Real aussi. Malgré le fait qu'il marque son coup franc et le but qu'il met, Julián Alvarez, on le voit dézonné. Tantôt sur l'aile gauche, tantôt au milieu de terrain. C'est parce qu'il a les qualités techniques pour ça aussi. Et moi, c'est ce que je recherche aussi au Barça depuis Eto'o, en fait. Depuis Eto'o, la vérité. Après, oui, Suarez aussi, techniquement, au début, avant que ça ne soit compliqué vers la fin, techniquement, c'était au niveau. Mais Lewandowski a ses débuts aussi. Mais ça me manque, cet attaquant-là, en fait, capable limite de jouer comme faux numéro 9, qui est capable de venir participer à la construction du jeu et se retrouver la seconde d'après dans la surface. Parce que Julián Alvarez, c'est ça. Tu regardes aujourd'hui un joueur comme Haaland, c'est un mec qui va être là dans la surface, capable de toucher que 15 ballons dans un match et te planter un triplé. Julián Alvarez, il est capable de revenir, toucher, participer au jeu, mais derrière aussi, venir te planter un 20, 30, 40 buts la saison, en fait. Moi, c'est ce type d'attaquant-là que je veux au Barça de nouveau. Depuis Eto'o, je manque de ce type d'attaquant. Eto'o était capable de jouer ailier droit, il était capable de jouer ailier gauche, et capable de venir participer au jeu et se retrouver dans la surface de réparation. Moi, c'est ce type d'attaquant-là que j'aimerais en fait donner à Lamine Yamal, parce que juste un target man qui va être là pour la finition, c'est possible, hein. Tu donnes un Haaland à Lamine Yamal, il finit avec 60 passes décisives, je pense. Mais Julián Alvarez aussi finit dans la finition lorsqu'il est bien trouvé. On l'a vu, hein, il a déjà sorti de grosses saisons avec un grand nombre de buts. En Coupe du Monde, on l'a vu aussi. C'est un mec capable de finir. On peut pas juste se dire que c'est pas un mec fiable parce que à l'Atlético c'est compliqué. Moi, je vais pas tomber dans ce piège-là. Mais voilà, c'est juste hypothétique. De toute façon, pour l'instant, c'est encore loin d'être réalisé. C'est juste un souhait, une promesse, j'imagine aussi de campagne. On verra bien ce qui va se passer avec Julián Alvarez. Mais moi, c'est mon choix absolu, numéro 1 pour le poste de 9 au Barça. Maintenant, par rapport au 11, ça c'était celui qui avait débuté face à Albacete, la dernière fois. Il y aura naturellement des changements. Je pense que Rafinha, c'est officiel, il sera absent pour ce match contre Mallorca. Donc ça sera à Rashford d'enchaîner. Là, il va enchaîner. Du coup, ça va faire 2 matchs d'affilée qu'il sera titulaire naturellement. Donc je m'attends à un meilleur match de Rashford. Frérot, les face-à-face, à chaque fois, va falloir assurer au bout d'un moment. Donc on t'a connu beaucoup plus tueur devant les gardiens. Donc ça sera le moment, je veux dire, d'assurer, quoi. On peut pas se permettre de rater de grosses occasions à chaque match comme ça, par mi-temps quasiment. Donc Lewandowski aussi, je pense qu'il va devoir céder sa place à Ferran Torres, même si Ferran continue à manquer lui aussi de grosses occasions. Dans la profondeur, il est toujours beaucoup plus intéressant que Lewandowski, dans le pressing, dans la disponibilité. Donc au bout d'un moment, même si lui ne marque pas, je pense qu'il pourra créer des décalages pour ses partenaires qui auront beaucoup plus d'opportunités de marquer, ce que Lewandowski n'est plus en mesure de faire avec l'âge. Lamine Yamal, je pense qu'il sera naturellement titulaire. On avait eu un double pivot Bernal-Frenkie la dernière fois contre Albacete. Bernal n'a pas été mauvais durant ce match-là. Je trouve qu'il monte petit à petit en puissance, mais je pense que voilà, il y a quelques petites actions où il dribble dans des zones où il faut pas. Par exemple ici lorsqu'il perd le ballon, et puis occasion pour Albacete, il manque encore un peu de maturité, mais je pense que c'est un peu normal aussi avec le retour de blessure. Il manque peut-être aussi toujours du rythme pour qu'il soit à 100%. Mais malgré tout, je pense que Flick va repartir avec le même milieu qu'il avait aligné la dernière fois contre Elche, je crois. Donc je pense que Olmo va revenir dans ce rôle de Pedri ici, en mode contrôleur un peu de derrière, et puis Fermin, le troisième à ce poste de numéro 10. Derrière, alors merci beaucoup pour le but et la prestation contre une équipe de deuxième division, c'est-à-dire une équipe de ton niveau, mais je vais pas me laisser berner par ça. Ça reste un bon match, bravo, félicitations, mais je suis désolé les gars, je vois
beaucoup qui me disent, oui, peut-être que Araujo... Non, stop. S'il vous plaît. Je vais pas me laisser avoir par ça. Bon match. On va continuer à l'utiliser dans de petits matchs lorsque le score il est assuré ou face à des équipes beaucoup plus abordables. Mais non, je vais pas prendre aujourd'hui le risque d'aligner Araujo dans un match où il y a pas Pedri, où il y a pas Rafinha, où tu sais pas comment ça va se passer. Donc merci beaucoup. On retourne sur le banc. Comme ça, Cubarsí retourne comme titulaire. J'espère que le fait qu'il soit encore davantage reposé va lui faire du bien. On l'a vu que depuis qu'il était de retour de son repos, la dernière fois, il avait enchaîné 3-4 très bons matchs. Et puis voilà, Cancelo aussi. Merci pour la mi-temps un peu en demi-teinte. Le jaune lui a beaucoup fait mal, pardon. Mais ouais, on retourne avec Koundé actuellement parce que ouais, pour l'instant, Koundé, même s'il fait pas une grande saison, une première partie de saison vraiment calamiteuse, j'espère que lui aussi, le repos va lui faire un peu de bien, un peu comme Cubarsí, parce que là, c'était pas très bon Koundé. Gérard Martin qui a sauvé une occasion de but, un but littéralement contre Albacete, lui aussi, merci pour tout, mais voilà, dans les matchs importants, Baldé qui a fait d'ailleurs un très très bon match contre Elche, Flick a beaucoup parlé de lui en bien la dernière fois justement après Elche, et même après dans l'avant-match contre Albacete, il parlait de Baldé en mode, je pense qu'il mérite, il peut aller en sélection et tout. Je pense que Flick sait que Baldé peut apporter beaucoup mieux. Il sait, on a tous vu la saison dernière de Baldé, donc forcément que lorsqu'on le voit sur cette première partie de saison être un peu stérile et ne rien tenter, je pense que voilà, l'arrivée de Cancelo va peut-être bouger et Baldé et Koundé à faire de meilleurs matchs, elle va les inciter à faire de meilleurs matchs, et pour l'instant, voilà, c'est le 11 que je vois débuter. Du coup, une fois que Fermin et Olmo, au bout d'un moment, parce qu'on sait que les deux pourront pas enchaîner 90 minutes, seront un peu fatigués, pourquoi ne pas faire entrer Rooney si Lamine ne veut pas sortir et mettre Lamine au milieu en numéro 10 pour faire rentrer Rooney, ou tout simplement reposer Lamine et le sortir au bout d'un moment, parce qu'il y aura les matchs de Copa qui arrivent très vite, et c'est la partie de la saison où il faut être à 100% en fait, et Lamine, je pense qu'il est en train de pique là, donc le perdre actuellement serait catastrophique pour le Barça. Donc je pense que faut bien gérer Lamine, attention quand même à l'enchaînement des matchs, c'est pas parce qu'il veut jouer tous les matchs, il faut le faire jouer tous les matchs, donc Rooney devra avoir une importance majeure pour cette deuxième partie de saison afin de reposer Lamine, mais pas que. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve pour le débrief juste après le match, à très vite.